secourez-moi et secourez tous les miens. 30 juin, au matin. Peut-être sont-ce les dernières lignes que j'écris dans ce journal. Dès mon réveil, un peu avant l'aube, je me suis agenouillée, car si mon heure est venue, je veux que ma mort me trouve prêt. Bientôt je sentis dans l'air ce subtil changement dont j'ai déjà parlé. Puis le matin fut là. Avec le premier chant du coq, j'ai senti que j'étais sauvée. C'est d'un cœur léger que j'ai ouvert ma porte et que je suis descendue. Je remarquai tout de suite que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Donc que je pourrais fuir. Les mains toutes tremblantes d'impatience, je détachai les chaînes et ouvris les verrous. Mais la porte refusait de s'ébranler. Mon découragement, mon désespoir furent extrêmes. Cependant je tirai sur la porte, espérant que, toute massive qu'elle fût, elle céderait. Mais en vain. Je compris qu'elle avait été fermée à clé après que j'eus quitté le comte. Alors je me dis que, à tout prix, il me fallait trouver cette clé, et que pour me la procurer, j'allais de nouveau ramper le long du mur et entrer dans la chambre du comte. Sans doute me tuerait-il s'il me voyait chez lui. Mais de tous les maux qui pourraient m'arriver, la mort me semblait le moindre. Sans perdre un moment, je remontai jusqu'à la fenêtre qui me permettait de sortir de la maison et de descendre jusqu'à celle du comte. La chambre du comte était vide. Je ne trouvais de clé nulle part, mais le tas de pièces d'or était toujours là. Par l'escalier et le couloir obscur que j'avais déjà pris la première fois, je retournai à la chapelle. Je ne savais que trop, maintenant, où trouver le monstre que je cherchais. Dans la grande caisse se trouvait encore à la même place, contre le mur, mais cette fois le couvercle était mis, non pas attaché, seulement les clous étaient disposés en sorte qu'il suffisait de donner des nécessaires coups de marteau. Il me fallait, je le savais, fouiller le corps pour trouver la clé. Je soulevai donc le couvercle, l'appuyai contre le mur, et ce que je vis alors m'emplit d'horreur. Oui, le comte gisait là, mais il paraissait à moitié rajeuni, car ses cheveux blancs, sa moustache blanche, étaient maintenant d'un gris de fer. Les joues étaient plus pleines et d'une certaine rougeur qui apparaissait sous la pâleur de la peau. Quant aux lèvres, elles étaient vermeilles, que jamais, plus vermeilles que jamais, car des gouttes de sang frais sortaient des coins de la bouche, coulaient sur le menton et sur le cou. Les yeux enfoncés et brillants disparaissaient dans le visage boursouflé. On eût dit que cette horrible créature était tout simplement gorgée de sang. Je frémis quand je dus me pencher pour toucher le corps, tout en moi répugné à ce contact, mais je devais trouver ce que je cherchais, où j'étais perdue. La nuit prochaine pouvait voir mon propre corps offert en festin à l'effroyable trio. Je cherchais dans toutes mes poches, entre les vêtements, mais rien, pas de clé nulle part. M'interrompant, je regardais le comte encore plus attentivement. Sur ses traits gonflés errait comme un sourire moqueur qui me rendait fou. Et c'était cet être-là que j'avais aidé à s'installer près de Londres, où peut-être dorénavant, pendant des siècles, il allait satisfaire sa soif de sang et créer un cercle nouveau, un cercle de plus en plus élargi de créatures à demi démoniaques qui se gorgeraient du sang des faibles. Pensée qui, en m'affolant, devenait pour moi littéralement insupportable. Il me fallait débarrasser le monde d'un tel monstre. Je n'avais pas d'arme sous la main, mais je saisis une pelle dont les ouvriers s'étaient servis pour remplir les caisses, et la soulevant bien haut, je frappai avec le tranchant l'odieux visage. Mais à l'instant même, la tête tourna légèrement, les yeux, brillant de tout leur éclat, venimeux, rencontrèrent les miens. Je demeurai comme paralysée. La pelle tournoya dans mes mains et ne fit qu'effleurer le visage, mais entailla profondément le front. Puis la pelle m'échappa, tomba sur la caisse, et comme je voulais la retirer, elle accrocha le couvercle qui retomba, me cachant l'affreux spectacle. Le dernier détail que j'en vis fut le visage boursouflé, couvert de sang, marqué de ce sourire méchant qui venait, eût-on dit, des profondeurs de l'enfer. Je réfléchissais à ce que j'allais faire, mais j'étais incapable de penser, et j'attendis de plus en plus découragée. Je restais là, quand soudain j'entendis au loin un chant que chantaient plusieurs tziganes, et ce chant se rapprochait, et avec lui des bruits de roues et des claquements de fouet. Les tziganes et les Slovaques dont le comte m'avait parlé arrivaient. Après avoir jeté un dernier regard autour de moi, puis à la caisse qui contenait le corps odieux, je regagnai en courant la chambre du comte, bien décidé à m'enfuir au moment où s'ouvrirait la porte d'entrée. J'écoutai attentivement. J'entendis au rez-de-chaussée grincer la clé dans l'énorme serrure et s'ouvrir le lourd battant où...
Ou bien il devait y avoir d'autres entrées dans le château, ou bien quelqu'un avait la clé d'une de ses portes. Puis j'entendis croître et décroître le bruit de nombreux pas dans les couloirs. Je me retournai pour courir à nouveau vers le caveau, où, qui sait, il y avait peut-être une issue que je n'avais pas vue. Mais à ce moment, un violent courant d'air referma la porte qui donnait accès à l'escalier en colimaçon, et du coup toute la poussière s'envola. Quand je me précipitais pour ouvrir cette porte, je la trouvais fermée à clé. J'étais à nouveau prisonnier. Le filet du destin se resserrait de plus en plus autour de moi. Tandis que j'écris, j'entends dans le couloir en bas que l'on marche lourdement et que l'on laisse retomber. Oui, ce sont sans doute des caisses remplies de terre. Puis un bruit de marteau. On cloue le couvercle de la fameuse caisse. Maintenant j'entends des pas dans le corridor, suivis d'autres pas qui me semblent plus légers. On referme la porte, on remet les chaînes, on tourne la clé dans la serrure et s'éloignent les charrettes. Je les entends qui roulent et j'entends les fouets qui claquent et le chant des tziganes s'éteint et meurt peu à peu à mes oreilles. Je suis seule dans le château, seule avec ces 3 femmes. Des femmes. Mina est une femme et entre Mina et elle, il n'y a rien de commun. Elles, ce sont des démons. Mais je ne resterai pas seule avec elle. Je tenterai de ramper le long des murs, plus loin que je ne l'ai fait encore, et j'emporterai des pièces d'or, je pourrai en avoir besoin plus tard. Il faut absolument que je quitte le château. Alors je repartirai vers les miens. Le premier train et le plus rapide m'emportera loin de ce lieu maudit, loin de cette terre maudite où le diable et ses créatures vivent comme s'ils étaient de ce monde. Heureusement, la miséricorde de Dieu est préférable à la mort sous la dent de ces monstres, et le précipice est haut, escarpé. Au bas, un homme peut s'endormir, comme un homme. Adieu, vous tous. Mina. Chapitre 5. Lettre de Miss Mina Murray à Miss Lucy Westerra. 9 mai. Ma très chère Lucie, pardonne mon long silence, mais c'est bien simple, j'ai été littéralement accablée de travail. La vie d'une institutrice n'est pas toujours commode. J'ai hâte d'être avec toi au bord de la mer pour bavarder sans fin et bâtir nos châteaux en Espagne. Oui, j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci, parce que je veux pouvoir collaborer avec Jonathan. J'étudie assidûment la sténographie. De cette façon, quand nous serons mariés, je pourrai l'aider, prendre en sténo toutes ses notes et les dactylographier ensuite, car j'apprends également à écrire à la machine. J'y passe des heures entières. D'ailleurs, il nous arrive parfois à tous deux de sténographier nos lettres, et je sais qu'en voyage, il tient un journal sténographié lui aussi. Quand je serai chez toi, je ferai de même. Je commencerai un journal, y écrirai chaque fois que j'en aurai envie, et y mettrai tout ce qui m'y passera par la tête. Je ne pense pas qu'il intéressera beaucoup les autres. Ce n'est du reste pas à leurs intentions que je le tiendrai. Peut-être le montrerai-je un jour à Jonathan, si un passage ou l'autre en vaut la peine, mais ce sera pour moi avant tout comme un cahier d'exercice. Je voudrais faire ce que font les femmes journalistes, prendre des interviews, décrire ce que j'ai vu, essayer de me rappeler les conversations entendues et les rapporter fidèlement. On me dit qu'avec un peu de pratique, on se souvient aisément de tout ce qui s'est passé et de tout ce qu'on a entendu au cours d'une journée. Enfin, nous verrons. Je me réjouis de te parler de mes petits projets. Je viens justement de recevoir un mot de Jonathan, qui est toujours en Transylvanie. Il va bien et il sera ici dans 1 semaine environ. Je voudrais déjà l'entendre me raconter tout son voyage. Cela doit être merveilleux de voir tant de pays. Je me demande si un jour nous voyagerons ensemble. Je veux dire, Jonathan et moi. 10 heures sonnent. Au revoir. Affectueusement à toi, Mina. PS. Quand tu m'écriras, dis-moi tout. Cela ne t'est plus arrivé depuis longtemps. Je crois avoir entendu parler d'un grand jeune homme aux cheveux bouclés. Lettre de Lucy Westerna à Mina Murray. Mercredi 17, Chatham Street. Ma très chère Mina, avoue que ton reproche n'est pas fondé. Je t'ai écrit 2 fois depuis que nous nous sommes quittés, et ta dernière lettre était seulement la 2e que tu m'as envoyée. En outre, je n'ai rien de nouveau à te dire, rien vraiment qui puisse t'intéresser. Nous sortons beaucoup, soit pour aller visiter des expositions de tableaux, soit pour faire dans le parc des promenades à pied ou à cheval. En ce qui concerne le grand jeune homme aux cheveux bouclés, je suppose que tu fais allusion à celui qui m'accompagnait au dernier concert. Des bruits ont évidemment couru, c'était monsieur Holmwood. Il vient souvent en visite chez nous, et maman et lui s'entendent très bien. Ils s'intéressent aux mêmes choses. J'y pense, nous avons récemment rencontré quelqu'un qui serait, comme on dit, fait pour toi, si tu n'étais pas déjà fiancée à Jonathan. C'est un excellent parti. Un jeune homme, beau, élégant, riche et de très bonne naissance. Il est médecin et très intelligent. Figure-toi qu'il n'a que 29 ans et qu'il dirige un hospice d'aliénés très important. Monsieur Holmwood me l'a présenté, et lui aussi maintenant a pris l'habitude de nous faire visite.
Je crois que c'est l'homme le plus ferme, le plus résolu que je connaisse, mais en même temps le plus calme. Il semble être d'un caractère imperturbable. J'imagine le pouvoir étonnant qu'il doit exercer sur ses malades. Il vous regarde toujours dans les yeux, comme s'il voulait lire vos pensées. Il agit souvent de la sorte à mon égard, mais je me flatte de pouvoir dire qu'il n'a pas encore atteint son but. Il me suffit de me regarder dans un miroir. As-tu jamais essayé de lire sur ton propre visage ? Moi je l'ai fait, et je t'assure que ce n'est pas à perdre son temps. Mais c'est bien plus difficile qu'on ne le croit avant d'avoir essayé. Ce médecin prétend que je suis pour lui un cas psychologique assez curieux. Et en toute humilité, je pense qu'il a raison. Mais la psychologie, tu le sais, je ne m'intéresse pas assez à la mode pour pouvoir décrire ce qui se porte. La mode est une scie. C'est là une façon de parler, de l'argot, peu importe, comme dit Arthur. Voilà toutes les nouvelles. Mina, depuis l'enfance, nous nous sommes toujours dit tout l'un à l'autre, tous nos secrets. Nous avons dormi ensemble, pris nos repas ensemble, ri et pleuré. Et maintenant que j'ai bavardé avec toi, je voudrais bavarder encore. Oh, Mina, n'as-tu pas deviné ? Je l'aime ! Je rougis en écrivant ces mots, car si j'ai des raisons de croire que lui aussi m'aime, il ne me l'a pas encore dit. Mina, je l'aime, je l'aime, je l'aime ! Voilà, écrire ce mot me fait du bien. Que ne suis-je avec toi, ma chérie, assise près du feu, en déshabillé, comme nous en avions l'habitude. Nous parlerions et j'essaierais de t'expliquer tout ce que j'éprouve. Je ne sais pas comment j'ose faire de telles confidences, même à toi. J'ai peur de m'arrêter d'écrire, car lorsque je déchirerai peut-être cette lettre. Et d'autre part, je ne veux pas m'arrêter d'écrire, car je désire tant tout te raconter. Réponds-moi immédiatement, dis-moi franchement tout ce que tu penses. Mina, il faut que je m'arrête. Bonsoir. Prie pour moi, Mina, et prie pour mon bonheur. Lucie. PS. Inutile de te dire, n'est-ce pas, que ceci est un secret. Bonsoir encore. Elle. Lettre de Lucie Westerna à Mina Murray. 24 mai. Ma très chère Mina, merci et merci, encore merci pour ta gentille lettre. Je suis si heureuse de me confier à toi et de savoir que tu me comprends. Ma chérie, un bonheur ne vient jamais seul, comme les vieux proverbes disent vrai. J'aurai 20 ans en septembre et jusqu'à ce jour, personne ne m'avait jamais demandé en mariage. Du moins jamais sérieusement, et voici qu'aujourd'hui, j'ai reçu 3 propositions de mariage. Oui, 3 propositions en une seule journée. N'est-ce pas terrible ? Je suis si triste, si sincèrement triste pour 2 pauvres garçons. Oh, Mina, mon bonheur est tel que je ne sais faire. 3 demandes en mariage. Ne le raconte surtout pas à nos amies, elles pourraient se mettre en tête toutes sortes d'idées extravagantes, se croire offensées, dédaignées, si, durant la première journée de vacances qu'elles passent chez elles, elles n'en recevaient pas moins de 6. Il y a des jeunes filles si légères, si vaines. Tandis que nous, ma chère Mina, qui sommes fiancées sur le point de nous établir sagement dans le mariage, nous méprisons pareille vanité. Mais il faut que je te parle de tous les 3. Tu me promets, n'est-ce pas, de garder le secret ? Jonathan, lui, évidemment, tu peux le mettre au courant. Lui seul, car s'il s'agissait de toi, moi, j'en parlerai certainement à Arthur. Une femme doit tout dire à son mari, n'est-ce pas, très cher ? Et mon premier désir est de n'avoir pas de secret pour le mien. Un homme, et ils sont tous pareils, aime que les femmes, et surtout la sienne, soient sincères. Mais les femmes, je le crains, ne sont pas toujours aussi franches qu'elles devraient l'être. Eh bien, ma chère, voilà. Le numéro 1 est arrivé vers midi, au moment où nous allions nous mettre à table pour déjeuner. Je t'ai déjà parlé de lui, c'est le docteur John Seward, le directeur de l'hospice d'aliénés. Un homme à la forte mâchoire et au front très haut. D'apparence, il était parfaitement calme, mais je le devinais plutôt nerveux. Il s'était évidemment tracé une ligne de conduite dont il voulait ne rien oublier. Néanmoins, il faillit presque s'asseoir sur son chapeau haute forme, ce que les hommes en général ne font pas quand ils sont de sang-froid. Puis, afin de paraître à son aise, il s'est mis à jouer avec un bistouri. Je ne sais pas comment je n'ai pas crié d'effroi en voyant cela. Mais Mina, il m'a parlé sans détour. Il m'a dit combien il tenait à moi, bien qu'il ne me connaisse que depuis si peu de temps, et que sa vie lui semblerait merveilleuse si j'étais à ses côtés pour l'aider, l'encourager, le réconforter. Il désirait me faire comprendre quelle serait l'étendue de son malheur si je le repoussais. Mais quand il vit mes larmes, il s'écria que c'était une brute qu'il ne voulait pas ajouter à mon chagrin. Il me demanda seulement si, le temps aidant, je pourrais l'aimer. Je secouai la tête, ses mains se mirent à trembler, et non sans quelque hésitation, il chercha à savoir si j'aimais déjà ailleurs. Mais il s'exprima très poliment, disant que pour rien au monde il ne voudrait m'arracher une confidence. Il demanda simplement si mon cœur était libre, parce que, dit-il, quand le cœur d'une femme est libre, l'homme qu'il aime peut garder quelque espoir. Alors, je monte un tout petit peu le son de Sgan. Alors, Mina, j'ai senti qu'il était de mon devoir de lui avouer que, en effet, j'aimais quelqu'un. Aussitôt, il s'est levé,
l'air très grave et toujours aussi calme, tandis qu'il me prenait les 2 mains en me souhaitant beaucoup de bonheur. Il ajouta que si j'avais jamais besoin d'un ami très dévoué, je pourrais compter sur lui. Oh, ma chère Mina, en t'écrivant, je ne puis pas encore m'empêcher de pleurer. Tu pardonneras, n'est-ce pas, les traces de larmes sur cette lettre. Être demandé en mariage, c'est charmant et tout, mais je t'assure, on n'est pas tout à fait heureuse quand on a vu un pauvre garçon qui vous aime sincèrement s'en aller le cœur brisé. Quand on sait parfaitement que quoi qu'il puisse dire au moment même, on disparaîtra complètement de sa vie. Ma chérie, je m'arrête. Je suis incapable d'en écrire davantage. Je suis très triste. Et pourtant si heureuse. Le soir. Arthur vient de partir et je me sens beaucoup mieux qu'au moment où j'ai interrompu cette lettre. Je vais donc continuer à te raconter ma journée. Le numéro 2 est arrivé après le déjeuner. C'est un garçon absolument charmant, un Américain du Texas, et il paraît si jeune que l'on se demande s'il est possible qu'il ait déjà vu tant de pays et tant de choses. Je comprends la pauvre Desdémone, et ce qu'elle a dû éprouver quand elle entendait tant de longues histoires séduisantes, même racontées par un noir. Nous, les femmes, nous avons sans doute tellement peur de tout ce que nous pensons tout de suite d'un homme qu'il nous rassurera, qu'il nous protégera, et nous l'épousons. Si j'étais un homme, je sais parfaitement ce que je ferais pour gagner le cœur d'une fille. Mais non, au fond, je ne le sais pas, car si M. Maurice, c'est l'Américain, nous raconte toutes ses aventures, Arthur ne raconte jamais rien, et pourtant... Mais ma chérie, je vais trop vite. M. Kinsey P. Maurice m'a trouvée seule. Quand un homme rencontre une jeune fille, elle est toujours seule, comme par hasard. Non, ce n'est pas tout à fait vrai, car Arthur, à 2 reprises, s'est arrangé pour me trouver seule, et je l'ai aidé. Le hasard n'y était pour rien. Je ne rougis pas de l'avouer maintenant. Je dois te dire, pour commencer, que M. Maurice ne parle pas toujours argot. De fait, il ne le fait jamais devant des étrangers, car il est fort bien élevé, et ses manières sont des plus distinguées. Mais il s'est aperçu que je trouverais amusant de l'entendre parler l'argot américain, et quand personne n'est là qui puisse être choqué, il dit des choses si drôles. Je me demande même, ma chérie, s'il n'invente pas toutes ces tournures, car elles signifient toujours exactement ce qu'il veut dire. Mais il faut avoir l'habitude de parler argot. Je ne sais pas si je m'y mettrai jamais. D'ailleurs, j'ignore si cela ferait plaisir à Arthur. Je lui ai encore jamais entendu employer un seul mot d'argot. Bon, M. Maurice s'assit donc à côté de moi, l'air heureux et joyeux, encore que très nerveux, et je m'aperçus tout de suite. Il me prit la main, et la serrant longuement, il me dit sur un ton très doux, « Miss Lucie, je ne suis même pas digne, je le sais, de nouer les lacets de vos jolis souliers, mais je pense que si vous attendez de trouver un homme qui le soit, vous attendrez encore longtemps. Ne voulez-vous pas que nous fassions route ensemble? Oui, que nous descendions ensemble cette longue route, côte à côte, sous le harnais? » Il paraissait d'humeur si gaie vraiment que j'eus l'impression que si je refusais son offre, il en serait beaucoup moins affecté que le pauvre docteur Seward. Aussi répondis-je à mon tour, sur un ton enjoué, que je ne connaissais rien en fait de l'attelage et que je n'avais pas envie de me laisser mettre à harnais. Il s'excusa d'avoir parlé peut-être trop légèrement, et il me pria de lui pardonner une telle erreur en une occasion qui était pour lui particulièrement grave et importante. En prononçant ces mots, il avait l'air si navré et en même temps si sérieux qu'il me fut impossible de ne pas éprouver et de ne pas arborer la même gravité. « Oh, Mina, tu vas me traiter d'horrible coquette. Encore que je ne pusse m'empêcher d'exulter à part moi en pensant qu'il était le 2e aujourd'hui à me demander ma main. Alors, ma chérie, avant même que je n'ai eu le temps de répondre, il se mit à déverser, oui, déverser un torrent de paroles tendres et amoureuses, déposant à mes pieds son cœur et son âme. Encore une fois, il disait tout cela avec tant de sérieux que jamais plus dorénavant je ne penserais d'un homme qu'il est fatalement toujours d'humeur gaie et plein d'entrain, et jamais sérieux, uniquement parce qu'il lui arrive de se montrer parfois joyeux et de parler sur un mode plaisant. Sans doute lut-il sur mon visage quelque chose qui l'inquiéta, car il s'interrompit tout à coup et me dit avec une sorte de ferveur fort courageuse qui me l'aurait fait aimer si j'avais été libre. « Lucie, vous êtes une jeune fille sincère, parfaitement honnête avec vous-même. Je ne serais pas ici à vous parler si je ne le savais pas, si je ne connaissais pas non plus votre franchise. Avouez-moi donc, comme si nous étions 2 amis l'un en face de l'autre, si vous aimez déjà quelqu'un. Dans ce cas, je ne vous importunerai jamais plus. Mais je serai pour vous, si vous le voulez bien, un ami très fidèle. Ma chère Mina, pourquoi les hommes ont-ils une telle grandeur d'âme alors que nous, les femmes, sommes si indignes d'eux? Je m'en rendis compte soudain. Depuis près d'une demi-heure, je ne faisais que plaisanter, et cet homme, à qui je m'adressais sur ce ton, était la distinction, la délicatesse même.
Je fondis en larmes, car vraiment j'étais très triste, très malheureuse. Pourquoi une jeune fille ne peut-elle pas épouser 3 hommes? Et plus, même si elle en a l'occasion. Ne crois-tu pas que cela épargnerait bien des ennuis? Mais je le sais, ce ne sont pas là des propos à tenir. Seulement, je peux le dire que, malgré mes larmes, j'eus le courage de regarder M. Maurice dans les yeux et de lui répondre avec cette franchise dont lui-même venait de parler. Oui, j'aime quelqu'un, bien qu'il ne m'ait pas encore dit, lui, qu'il m'aimait. Je compris tout de suite que j'avais eu raison de lui parler ouvertement, car son visage s'illumina et il tendit ses 2 mains, prit les miennes, je crois même que c'est moi qui mis mes mains dans les siennes, et me dit sur un ton le plus cordial: « Voilà une petite fille sincère et loyale. Il vaut beaucoup mieux arriver trop tard pour gagner votre cœur qu'arriver à temps pour gagner celui de n'importe quelle autre jeune fille de la terre. Ne pleurez pas, ma chère Lucie. Si c'est pour moi, n'ayez crainte. Je suis habituée au coup et saurais supporter celui-ci. Mais si cet autre garçon ne connaît pas encore son bonheur, eh bien, il devra prouver bientôt qu'il s'en rend compte et qu'il l'apprécie, ou bien il aura affaire à moi. Ma petite fille, votre honnêteté, votre courage, votre sincérité vous ont acquis un véritable ami. Ce qui est plus rare qu'un amoureux, plus désintéressé en tout cas. Ma chère Lucie, je vais devoir parcourir un chemin bien solitaire avant de quitter ce monde pour le royaume éternel. Ne me donnerez-vous pas un baiser, un seul? Ce sera pour moi un souvenir qui éclairera ma nuit de temps à autre. Dites-vous bien que vous pouvez me le donner si cela vous plaît, puisque cet autre jeune homme, ce doit être un très bon garçon, Lucie, et très attachant, très fin, sinon vous ne l'aimeriez pas, ne s'est pas encore déclaré. » Ces derniers mots, Mina, m'attendrirent réellement. N'était-ce pas admirable de parler ainsi d'un rival, alors que d'autre part il a tant de chagrin? Je me penchai vers lui et lui donnai un baiser. Il se leva, les 2 mains encore dans les miennes, et tandis qu'il promenait longuement les yeux sur mon visage, je sentais que je rougissais beaucoup. Il reprit: « Ma petite fille, je tiens vos mains dans les miennes, et vous m'avez donné un baiser. Si cela ne scelle pas notre amitié, rien ne le fera. Merci d'avoir été bonne et si sincère avec moi. Au revoir. » Il laissa retomber mes mains, prit son chapeau et se dirigea d'un pas rapide vers la porte, sans jeter un regard en arrière, sans verser une larme, sans hésiter ni s'arrêter. Et moi je suis ici, à pleurer comme un bébé. Oh, pourquoi un homme comme celui-là doit être si malheureux quand il y a au monde tant de jeunes filles qui baiseraient le sol sur lequel il marche? Moi-même je le ferais si j'étais libre. Seulement voilà, je ne désire pas être libre. Ma chérie, tout cela me trouble beaucoup, et maintenant je me sens incapable de te décrire mon bonheur, alors que je m'en ai déjà parlé. Je ne veux rien te dire du numéro 3 avant que mon bonheur ne soit entier. Ton ami pour toujours, Lucie. PS. Oh, le numéro 3. Mais ai-je besoin de t'en parler du numéro 3? Tout est d'ailleurs si confus pour moi. Il me semble que quelques minutes à peine se sont écoulées entre le moment où il est entré au salon et celui où il m'a serrée dans ses bras et couverte de baisers. Je suis tellement, tellement heureuse, et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce bonheur. J'essaierai seulement, désormais, de prouver à Dieu que je lui suis reconnaissante de m'avoir envoyé dans sa bonté infinie un amoureux, un mari et un ami. Au revoir. Journal du docteur Seward. Enregistré sur phonographe. 25 mai. Assez déprimé aujourd'hui. Pas d'appétit. Impossible même de me reposer. Alors j'en reviens à mon journal. Depuis que ma demande en mariage a été repoussée hier, j'ai l'impression de vivre dans le vide. Plus rien ne me semble assez important pour mériter que l'on s'en occupe. Comme je sais que le seul remède à cet état est le travail, j'ai rassemblé tout ce qu'il me restait de force et je suis allée voir mes malades. J'en ai examiné un dont le cas me paraît particulièrement intéressant. Son comportement est si bizarre que je suis maintenant bien décidée à faire tous les efforts nécessaires pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui. Il me semble enfin que je commence à pénétrer son mystère. Je lui ai posé plus de questions que d'habitude afin de mieux voir à quel genre d'hallucination il est en proie. Il avait une certaine cruauté, je me rends compte maintenant, à agir ainsi. C'est un peu comme si j'avais voulu le pousser à ne parler que de sa folie, chose que j'évite toujours avec mes malades, exactement comme j'éviterais la gueule de l'enfer. Nota bene. En quelles circonstances pourrais-je ne pas éviter la gueule de l'enfer? Omnia Romae venalia sunt. L'enfer a son prix, lui aussi. Il existe quelque chose de réel derrière ce comportement instinctif. Cela vaut la peine de chercher exactement ce qu'il en est. Autant commencer dès maintenant. R.M. Renfield, à état 59. Tempérament sanguin, grande force physique, excitation, période d'abattement conduisant à des idées fixes que je ne m'explique pas encore. J'ai l'impression qu'un tempérament sanguin, s'il vient à se déséquilibrer,
peut en arriver à obnubiler complètement la raison. Et ces hommes peuvent devenir dangereux, dans la mesure où ils sont dépourvus d'égoïsme. Chez les égoïstes, l'instinct de conservation est un bouclier qui protège aussi bien leurs ennemis que leur propre personne. Je crois que lorsque le moi reste ferme et solide, la force centripète est en déséquilibre avec la force centrifuge. Quand le devoir, une cause, etc. constitue le point fixe, la centrifuge l'emporte, et seul un hasard ou une série de hasards peuvent rétablir l'équilibre. Lettre de Kinsey P. Morris à l'honorable Arthur Holmwood. 25 mai. Mon cher Art, nous nous sommes raconté des histoires à n'en plus finir, assis dans la prairie près du feu de camp, et réciproquement nous avons pensé nos blessures, après avoir essayé d'aborder aux îles Marquises. Puis nous avons bu à la santé l'un de l'autre au bord du lac Titicaca. J'aurai encore d'autres histoires à raconter, d'autres blessures à guérir, et une autre santé à porter. Voulez-vous que ce soit demain soir, près de mon feu de camp ? Je n'ai aucun scrupule à vous le demander, puisque je sais qu'une certaine dame est invitée à un certain grand dîner, et donc que vous êtes libre. Nous ne serons que 3, le 3e étant notre vieux Jack Seward. Lui et moi désirons mélanger nos larmes à notre vin, et de tout cœur boire à la santé de l'homme le plus heureux du monde, qui a su gagner le cœur le plus noble de la création, et le plus digne d'être gagné. Nous vous promettons un accueil chaleureux, une réception plus que fraternelle, et des vœux aussi sincères qu'est sincère envers vous-même votre main droite. Nous jurons tous les deux de vous renvoyer chez vous si vous buvez vraiment trop à la santé d'une certaine Père Dieu. Nous vous attendons. Vôtre, comme par le passé et pour toujours, Kinsey P. Morris. Télégramme d'Arthur Holmwood à Kinsey Morris. Comptez sur moi, j'apporte des messages qui tinteront longtemps à vos oreilles à tous deux. Art. Chapitre 6. Journal de Mina Murray. Whitby, 24 juillet. Lucie, plus jolie et plus charmante que jamais, est venue me chercher à la descente du train. Nous nous sommes rendus aussitôt à l'hôtel du Crescent, où elle et sa mère ont leurs appartements. C'est un endroit ravissant. Une petite rivière, l'Esque, coule à travers une vallée profonde qui s'élargit peu à peu aux abords du pont. Un grand viaduc passe au-dessus, supporté par de hauts piliers. Quand on regarde entre ceux-ci, le paysage apparaît plus étendu qu'il ne l'est en réalité. La vallée est très belle, d'un vert magnifique, et les collines sont si escarpées que lorsque vous vous trouvez au sommet de l'une ou de l'autre, c'est à peine si vous apercevez le creux au fond duquel serpente le cours d'eau. À moins que vous ne vous teniez tout au bord du précipice. Les maisons de la vieille ville sont toutes coiffées de toits rouges et semblent grimper les unes sur les autres comme on le voit sur les gravures qui représentent Nuremberg. À peine a-t-on quitté la ville, on arrive aux ruines de l'ancienne abbaye de Whitby, qui fut mise à sac par les Danois, et où se situe une partie de Marimont, la Seine, entre autres, où la jeune fille est emmurée vive. Ce sont des ruines immenses qui vous donnent un réel sentiment de grandeur et pittoresque par plus d'un aspect. La légende veut que parfois, une dame apparaisse à l'une des fenêtres. Entre ces ruines et la ville s'élève le clocher de l'église paroissiale, laquelle est entourée d'un vaste cimetière. À mon avis, c'est le plus bel endroit de Whitby. On a de là une vue magnifique sur le port et sur la baie d'où un promontoire s'avance dans la mer. Dans le port, ce promontoire devient si abrupt que les bords se sont éboulés et que certaines tombes, car le cimetière se prolonge jusque-là, ont été détruites. Des allées plantées d'arbres traversent le cimetière et des bancs engagent les promeneurs à s'asseoir des heures entières tout en contemplant le paysage, en s'abandonnant aux caresses de la brise marine. Moi-même, je viens souvent m'y installer pour travailler. En fait, je suis assise en ce moment sur un de ces bancs et j'écris, mon cahier sur les genoux, non sans écouter cependant la conversation de 3 vieillards près de moi qui sans doute n'ont rien à faire toute la journée que se réunissent ici pour parler de la pluie et du beau temps. À mes pieds, c'est le port, et au-delà, un long mur de granit qui s'enfonce dans la mer et finalement dessine une courbe au milieu de laquelle se dresse un phare. Le paysage est admirable à marée haute, mais quand la mer se retire, on ne voit plus en fait d'eau que l'Esque qui coule entre les bancs de sable en contournant çà et là un rocher. Plus loin que le port, mais de ce côté-ci, s'élève sur la longueur environ d'un demi-mile un long, haut banc de roches qui part de derrière le phare. Au bout se trouve une bouée munie d'une cloche qui sonne lugubrement par gros temps. La légende locale veut que lorsqu'un bateau est perdu, les marins entendent cette cloche jusqu'en haute mer. S'il faut que je demande à ce vieillard qui vient vers moi si cela est vrai. C'est un vieil homme extraordinaire. Il doit être terriblement âgé, car son visage est tout ridé, tout rugueux, comme l'écorce d'un arbre.
Il m'a dit qu'il a près de 100 ans, qu'il se trouvait sur un bateau de pêche au Groenland lors de la bataille de Waterloo. Et c'est, je le crains, un sceptique, car lorsque je lui ai parlé de la cloche que l'on entend jusqu'en haute mer et de la dame en blanc à l'abbaye, il m'a répondu, assez brusquement, « Vous savez, mademoiselle, moi j'y crois pas trop à toutes ces histoires. C'était bon autrefois. Remarquez, je ne dis pas que ça n'a jamais existé, je dis que ça existait déjà plus de mon temps. Tout ça, c'est très bien pour les étrangers, les excursionnistes et tout ça. Mais pas pour une jolie dame comme vous. Les gens qui viennent à pied de York et de Leeds et qui sont toujours à manger des harengs et à boire du thé et à regarder ce qu'il y a à acheter de bon au marché. Ils croiraient peut-être, mais je me demande qui pourrait se mettre en peine pour leur raconter des mensonges pareils, même pas les journaux, qui sont pleins de sottises. Je me dis, voici un homme dont on ne peut douter d'apprendre beaucoup de choses intéressantes, et je lui demandai de parler de la pêche à la baleine telle qu'on la pratiquait autrefois. Au moment où il allait commencer ses récits, 6 heures sonnèrent. Aussitôt, il se leva péniblement en disant « Il me faut rentrer à la maison, mademoiselle. Ma petite fille n'aime pas attendre quand le thé est prêt, et il me faut beaucoup de temps pour descendre les marches. » Il s'en alla en traînant la jambe, et je le suivis des yeux, tandis qu'il se pressait autant qu'il le pouvait pour descendre les degrés. Cet escalier constitue l'une des caractéristiques de l'endroit. Il conduit de la ville à l'église. Il y a des centaines de marches, en fait j'imagine mal combien il y en a, qui montent légèrement en colimaçon, mais il n'est pas raide du tout, au contraire, si bien qu'un cheval pourrait aisément monter ou descendre. Sans doute autrefois menait-il également aux abords de l'abbaye. Moi aussi je vais rentrer. Lucie devrait aller faire une visite avec sa mère cet après-midi, j'ai préféré ne pas les accompagner. Elles sont déjà probablement de retour. 1er août. Je suis ici avec Lucie depuis 1 heure environ, et nous avons eu une conversation fort intéressante avec mon nouvel ami, le vieux marin et ses 2 compagnons qui viennent chaque jour le rejoindre. Des 3, c'est évidemment lui que l'on pourrait appeler Monsieur l'Oracle, et je pense que plus jeune, il devait être autoritaire. Il veut toujours avoir raison, et contredit tout le monde. Quand cela lui est possible, il va presque jusqu'à injurier les autres, et quand ceux-ci se taisent, il croit les avoir convaincus. Lucie a mis une robe blanche qui lui va à ravir, et depuis qu'elle est à Whitby, elle a un teint admirable. J'ai remarqué que les 3 vieillards ne laissent jamais passer une occasion de venir s'asseoir auprès d'elle quand nous nous installons ici. Il est vrai qu'elle est aimable avec les vieilles personnes. Personne ne peut résister à son charme. Mon vieil ami lui-même a été séduit, et il ne la contredit jamais. Aussi, j'attrape, moi, tout ce qu'il veut lui épargner. J'ai encore été amenée à la conversation sur le sujet des légendes, et il s'est lancé dans une sorte de sermon. Tout ça, mademoiselle, je vous l'ai déjà dit, c'est des sottises, des bêtises, voilà ce que c'est, rien d'autre. Toutes ces histoires de charme, d'envoûtement, de sorcellerie, c'est tout juste bon pour les vieilles femmes qui ont un peu perdu la tête. Tout ça a été inventé par les pasteurs et les racoleurs de clients dans les hôtels pour ramener des gens à faire ce qu'ils veulent pas faire. Ça me rend furieux, rien que d'y penser. Et ça ne leur suffit pas de l'imprimer sur leur papier ou de le prêcher en chair de vérité. Ils les gravent même sur des pierres tombales. Regardez autour de vous, partout où vous voulez, toutes ces pierres qui se dressent, la tête avec orgueil. Au fond, elles sont écrasées sous le poids des mensonges qu'on a gravés dessus. Si j'y un tel, ou bien à la mémoire vénérée d'eux. Et sous la plupart de ces pierres, il n'y a personne. On ne se soucie pas plus de la mémoire d'un tel ou d'un tel que d'une pincée de tabac. Allez, ce sont de beaux mensonges, des mensonges d'une sorte ou de l'autre, mais rien que des mensonges. Dieu du ciel, ce sera du beau et du joli au jugement dernier, quand ils arriveront tous en trébuchant les uns sur les autres et en traînant péniblement leurs pierres tombales pour essayer de prouver qu'ils étaient bien en dessous. Il y en aura qui auront bien du mal à y parvenir, leurs mains seront restées trop longtemps au fond de la mer pour pouvoir saisir une pierre. Hé hé. À l'air satisfait du vieillard et à la manière dont il cherchait du regard l'approbation de ses 2 compagnons, je compris qu'il voulait se mettre ainsi en valeur. Aussi me suffit-il de poser une question. « Oh, monsieur Swall, vous ne parlez pas sérieusement? Presque aucune de ces tombes n'est vide, n'est-ce pas ?» Il reprit de plus belle. « Sottise que je vous dis, et je vous répète. Il y en a bien peu qui ne soient pas vides. Mais voilà, les gens sont trop bons. Ils croient tous ce qu'on leur raconte. Mensonge, tout ça. Écoutez-moi bien, vous arrivez ici sans rien connaître. Et en étranger, comme on dit. Et vous voyez cette... Je ne saisis pas le mot qu'il prononça. Du reste, je ne comprenais pas la moitié du dialecte qu'il parlait. Et je sais que je reproduis fort mal ici son langage pittoresque. Mais j'approuvais d'un signe de tête, me doutant qu'il devait s'agir de l'église. Il poursuivit donc. « Et vous croyez que toutes ces pierres, tout autour, recouvrent des gens qui sont là, bien tranquilles ?» À nouveau, je fais signe que oui. Mais c'est justement là le mensonge. Il y a des vingtaines et des vingtaines et des vingtaines de couchettes qui sont aussi vides que la boîte du vieux Dan d'un vendredi soir. Il chercha à nouveau l'approbation des 2 autres et tous 3 éclatèrent de rire. « Et bon Dieu, pourrait-il en être autrement? Regardez celle-là.
Là, celle que je vous montre. Lisez. Oui, allez-y. Je m'approchai de la tombe qu'il désignait du doigt, et je lus « Edward Spenceley, capitaine au long cours, assassiné par des pirates au large de la cordillère des Andes à l'âge de 30 ans, avril 1854. » Quand je revins, M. Swale reprit « Qui donc l'aurait ramené au pays pour le mettre là? Assassiné au large de la cordillère des Andes. Et son corps est là, peut-être. Je pourrais vous en citer une douzaine qui sont au fond de la mer, au Groenland ou par là. » Il montrait le nord. « À moins que les courants ne les aient emportés. Mais leurs tombes sont ici, autour de vous. De votre place, avec vos jeunes yeux, vous pouvez lire tous les petits mensonges gravés sur la pierre tombale. Tenez, ce Braithwaite Lowney, je connais son père. Il a péri lors d'un naufrage du Bellevue, au large du Groenland, en vain. Ou cet Andrew Woodhouse, noyé, presque au même moment, en 1777. Et John Paxton, noyé l'année suivante au Cap Farewell. Et le vieux John Rawlings, dont le grand-père a navigué avec moi. Il s'est noyé dans le golfe de Finlande en 50. Croyez-vous que tous ces hommes accourront à Whitby quand les trompettes du jugement dernier sonneront? J'ai comme qui dirait mes idées là-dessus. Je vous assure, ils se bousculeront tellement les uns les autres qu'on croira assister à un combat sur la glace avant des temps et des temps qui dureraient du point du jour jusqu'à la nuit noire, quand les combattants essayaient de panser leurs blessures avec la clarté de l'aurore boréale. C'était sans aucun doute une plaisanterie courante dans le pays, car ravi, il éclata à nouveau de rire, en même temps que les deux autres vieillards. Mais dis-je, vous vous trompez quand vous prétendez que tous ces pauvres gens, ou plutôt leurs âmes, devront se présenter avec leur pierre tombale au jugement dernier. Pensez-vous vraiment que ce sera nécessaire? Sinon, à quoi serviraient les pierres tombales? Sinon, à quoi serviraient les pierres tombales? Je vous le demande, mademoiselle. À faire plaisir à leur famille, n'est-ce pas? À faire plaisir à leur famille? Répéta-t-il sur un ton moqueur. Dites-moi, où serait le plaisir pour les familles à savoir que ce qui est gravé sur les tombes est des mensonges et que tout le monde le sait? Du doigt, il montra une pierre à nos pieds qui avait été posée comme une dalle sous le banc pour le maintenir au bord de la falaise. Lisez les mensonges qui sont là-dessus, me dit-il. D'où je me trouvais, je ne pouvais lire les lettres qu'à l'envers, mais Lucie, mieux placée que moi, se pencha et lut « À la mémoire vénérée de George Cannon, mort dans l'espoir de la résurrection glorieuse de la chair le 29 juillet en tombant du haut du promontoire. Cette tombe a été érigée par sa mère, inconsolable de la perte d'un enfant bien-aimé. Il était fils unique et elle était veuve. » Vraiment, monsieur Swale, dit-elle, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Elle avait fait cette remarque sur un ton grave et sévère. Vous ne voyez pas ce qu'il y a de drôle? Haha! C'est parce que vous ne connaissez pas la mère inconsolable, une mégère qui haïssait son fils parce qu'il était infirme, et lui, de son côté, il la haïssait tellement qu'il s'est suicidé pour qu'elle ne puisse pas toucher son assurance vie. Il s'est fait sauter la cervelle avec le vieux fusil dont il se servait pour faire peur aux corbeaux. Ce jour-là, il ne tirait pas pour effrayer les corbeaux. Et c'est ce qu'on appelle tomber du haut des rochers. Bien sûr, il est tombé. Quant à l'espoir de la résurrection des corps, je lui ai souvent entendu dire qu'il désirait aller en enfer puisque sa mère, pieuse comme elle l'était, irait sûrement au ciel et qu'il ne voulait pas aller y pourrir avec elle. Maintenant dites-moi, cette pierre, et il donnait à la pierre des petits coups de canne tout en parlant, n'est-elle pas couverte des mensonges, et Gabriel ne sera-t-il pas dégoûté quand notre Georgie, arrivant là-haut tout essoufflé d'avoir traîné sa pierre tombale, lui offrira cette pierre et voudra lui faire croire tout ce qui est écrit dessus? Je ne savais que répondre, mais Lucie, en se levant, fit dévier la conversation. « Oh, pourquoi raconter tout cela? C'est le banc où je viens toujours m'asseoir et je ne le quitte pour ainsi dire pas. Et maintenant, je me dirai tout le temps que je suis assise sur la tombe d'un suicidé. Ça vous ne fera pas de mal, ma jolie. Et pour ce qui est du pauvre Georgie, lui, il sera heureux d'avoir sur les genoux une si charmante jeune fille. Non, ça ne vous fera pas de mal. Il y a près de 20 ans, moi, que je m'assieds ici, et ça m'a jamais fait de mal. Pensez pas trop à ceux qui sont couchés en dessous de vous, ou ceux qui ne sont pas du tout couchés là. Il sera encore temps d'avoir peur quand vous verrez toutes les tombes emportées les unes après les autres et le cimetière aussi ras qu'un champ de chaume. Mais voilà la cloche qui sonne. Je dois m'en aller. Votre serviteur, mesdames. » Et il s'éloigna, traînant la jambe. Nous restâmes encore quelque temps, assises sur le banc, et le paysage devant nous était si beau que nous prîmes la main pour le contempler. Puis Lucie me parla encore longuement d'Arthur et de leur prochain mariage. J'en eus le cœur un peu serré, car il y a plus d'un mois maintenant que je suis sans nouvelles de Jonathan. Même jour. Je suis revenue ici très triste. Pas encore de lettre pour moi au courrier du soir. J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux à Jonathan.
9 heures viennent de sonner, les lumières scintillent un peu partout dans la ville, parfois isolées, parfois au contraire éclairant des rues et leurs rangées régulières. Elles se suivent l'une l'autre en remontant l'Esque et deviennent invisibles lorsque la vallée s'incurve. À ma gauche, la vue du paysage est littéralement coupée par la ligne que forment les toits des vieilles maisons proches de l'abbaye. Des brebis et des agneaux bêlent dans les champs derrière moi, et en bas on entend les sabots d'un âne qui commence à monter la route. L'orchestre du port joue une valse et plus loin sur le quai, dans une petite ruelle légèrement en retrait, l'armée du salut tient une réunion. Les deux orchestres jouent à tue-tête, pourtant aucun des deux n'entend l'autre. Mais moi d'ici je les entends et je les vois tous les deux. Je me demande où est Jonathan en ce moment, et s'il pense à moi. Je voudrais tant qu'il soit ici.